Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Le monde de la formation professionnelle est en constante évolution et les avancées technologiques, les nouvelles pratiques pédagogiques ont un impact majeur sur la manière dont les apprenants acquièrent de nouvelles compétences. Cette évolution soulève plusieurs questions afin de rester à la page. Quelles sont les nouvelles pratiques pédagogiques en entreprise ? Comment les modèles d'enseignement traditionnels ont-ils évolué pour prendre en compte les technologies éducatives modernes ? Dans cet épisode de Never Stop Learning, nous sommes ravis de recevoir Gérald Thirault, un formateur et veilleur pédago-numérique passionné par les usages et les évolutions pédagogiques. Gérald nous propose une veille sur l'actualité du digital learning et nous aidera à comprendre les enjeux clés auxquels les responsables de la formation et les formateurs sont confrontés aujourd'hui. Je vous conseille d'ailleurs fortement de suivre son compte LinkedIn. Vous y trouverez tous les jours de nombreux posts intéressants. Bonjour Gérald. Bonjour Gérard, et merci de m'accueillir sur ce podcast. C'est très gentil. Première question traditionnelle, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la pédagogie ? Le mot-clé qui résume mon parcours, c'est reconversion. À l'origine, j'étais pas dans tout ce qui est la pédagogie. J'ai eu d'autres vies professionnelles avant d'être formateur. Notamment, j'ai été conducteur de transport en commun pour la société Keolis Val-de-Saône. Donc pendant 5 ans, je conduisais des bus scolaires, des interlignes. Et suite à une maladie, pas une maladie professionnelle, mais une maladie que j'ai, c'est une maladie génétique, la maladie de Crohn, j'ai été obligé de stopper cette activité. Donc rupture conventionnelle, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc début d'un parcours de reconversion qui a duré 2 longues années, bilan de compétences, j'ai été accompagné par une dame de la CARSAT tout au long, et après j'étais sur des dispositifs d'accompagnement, comme le DAC, tout ça pour après faire mûrir un projet de formateur, et je suis passé après par le titre Pro FPA, vers chez moi, à Quetigny, dans un centre AFPA. Et voilà, c'est ce qui m'a amené, on va dire tout récemment, parce que je suis pas formateur depuis des années, je suis dans ma 4e année d'exercice en tant que formateur, donc je suis encore tout beau, tout neuf. Voilà ce qui m'a amené au monde de la formation et de la pédagogie. Beau parcours quand même, parce que tu fais une veille journalière, on va en parler. Et puis, tu es également rédacteur de Todt Cursus, qui édite et publie de très nombreux articles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Qu'est-ce que c'est Todt Cursus ? C'est un site francophone, il est basé au Québec. Canadien, non ? Ouais, c'est ça. Basé au Québec. Et pour la petite histoire, on va remonter la veille. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pris goût au début de ma formation de formateur sur différentes activités ou des choses comme ça. Cette envie de partager aussi avec mes collègues de formation, et après, ça s'est généralisé à tous mes autres collègues formateurs un peu partout, disséminés en France et ailleurs. Et c'est bien après ma formation, j'ai reçu, parce que j'ai un site web aussi que j'ai conservé. Oui. C'est un truc un petit peu rigolo, c'est que quand j'étais sur le dispositif d'insertion, on nous a fait passer ce qu'on a. Alors à l'époque c'était le B2I, ça a peut-être changé maintenant. Donc c'est les compétences informatiques. Donc il y avait création d'un blog avec WordPress, et du coup j'ai gardé ce blog de cette époque-là et j'en ai transformé un site de partage où voilà, maintenant je crée ma newsletter à partir de mon site WordPress, et puis j'ai agrégé d'autres sources, et j'ai mis un formulaire de contact sur ce site, et un jour j'ai reçu un message de Denis Lamontagne, donc le rédacteur en chef de Todt Cursus. Au début j'ai cru que c'était une arnaque, tout simplement. J'ai dit tiens, quelqu'un se fout de moi. Et puis non, après on est rentré en contact, on a discuté en visio et tout. Il cherchait quelqu'un pour être rédacteur EdTech pour Todt Cursus, et puis il me proposait de devenir rédacteur, ce que j'ai accepté, parce que j'ai aussi une très grande appétence pour tout ce qui est le numérique, les outils numériques et tout ça. Donc comme je postais pas mal sur les réseaux, c'est ce qui m'a amené à devenir rédacteur pour Todt Cursus. Donc la veille m'a amené aussi à être rédacteur pour Todt Cursus. Voilà, puis à découvrir donc d'autres personnes, parce que j'ai découvert d'autres rédacteurs. Todt Cursus, moi je suivais le site quand j'étais en formation.
les articles, et ce qui m'a permis de rentrer en relation avec d'autres rédacteurs que moi j'affectionne tout particulièrement, que ce soit Denis Christol, Oui. Frédéric Durier, Alexandre Robert, je pourrais en citer d'autres, mais voilà, je pourrais rentrer avec ces personnages. Quand j'étais en formation, je lisais leurs articles, et puis là, du coup, j'ai eu la possibilité de Tu en travailler écris. avec eux. C'est génial. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais déjà vraiment te remercier pour les ressources que tu partages, parce que je pense sincèrement que la veille est un élément essentiel dans la logique de formation continue. Pour ces raisons, je pense que c'est important pour tous les formateurs qui nous écoutent d'en savoir un peu plus à ce sujet. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer un tout petit peu comment tu fais pour trouver des informations pertinente. J'imagine que tu t'appuies sur une méthodologie ou des technologies solides pour publier une ou plusieurs informations tous les jours. Au tout début, j'ai fait comme tout le monde. Je connaissais pas les sites, les sites, les blogs ou choses comme ça où il fallait chercher. Donc après, premier réflexe, c'est utiliser le moteur de recherche. Oui. Et à partir de mots-clés, au tout début, moi, je suis tombé sur, par exemple, le site Sidéologie, Sido, où voilà, j'ai trouvé pas mal d'articles, moi, en lisant, qui m'ont intéressé. Todd Cursus, comme je parlais tout à l'heure. Voilà, le début, c'est de cibler pour sa veille qu'est-ce qu'on veut rechercher, l'objectif derrière. Donc moi, c'était axé pédagogie et numérique. Donc j'ai trouvé des sites comme ça qui me parlaient. Puis en étant après inscrit sur LinkedIn au tout début, j'ai vu différents posts passer sur différents articles. Donc là aussi, ça enrichit. Donc j'allais régulièrement sur les sites pour trouver l'information. Et puis c'est que ça devient très fastidieux de le faire. Et du coup, après, j'ai cherché une manière de, comment dire, que l'information monte à moi plutôt que moi j'aille à l'information. Oui. Ce qu'on appelle la méthode push. Donc, c'est-à-dire que je pousse l'information vers moi de manière automatique. Donc, j'utilise des outils qui peuvent sembler des fois archaïques quand j'en parle, mais j'utilise tout simplement les flux RSS des sites. Oui, qui fonctionnent bien. Oui, et donc j'utilise des agrégateurs de flux RSS. Je peux citer, j'ai 2 outils que j'utilise vraiment, Feedly et puis InnoRaider. Et les deux, voilà, j'ai agrégé pas mal de flux RSS de sites. Et encore, moi, j'utilise que la partie, on va dire que c'est des outils freemium. J'utilise que la partie gratuite des outils, parce que il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les outils, que ça soit aussi bien agréger des fils Twitter, des choses comme ça. Mais moi, j'utilise vraiment les fonctions de base parce que j'ai pas besoin d'autres choses. Mais à partir de ces agrégateurs de flux RSS, voilà, j'ai pas mal d'informations. Donc des sites que je suis, donc j'ai leur actualité en temps réel. Et ce qui est bien, c'est que l'outil, que ça soit, par exemple, Feedly, lui, il me propose un digest. Moi, les différents sites, je les ai mis sous des thématiques. Ça peut être le numérique, ça peut être pédagogie ou autre chose. Et en fait, après, lui, il me fait un digest de l'actualité. Donc, il me propose, 10 à 15 articles. Moi, après, je vais regarder les articles, puis je refais un tri, en fait, dans les articles. Alors ça, c'est intéressant, je peux le partager. Ça, c'était intéressant à lire, mais je ne vais pas le partager, voilà. Alors, il n'y a pas que ces outils-là que j'utilise, même si c'est les éléments centraux de ma veille. Il y a tout ce qui est newsletter aussi. Je suis abonné à des newsletters. Pour celle, la première à laquelle j'ai été abonné, c'est celle des outils TIS de Fidel Navamuel sur tout ce qui est les outils numériques. Il y a le lecteur de podcast. Donc pour les épisodes de podcast, j'utilise Google Podcast, mais ça me permet aussi d'agréger, on va dire, les flux des différentes émissions de podcast, comme Never Stop Learning. Merci. Et bien d'autres. Il y a YouTube aussi. J'ai un compte YouTube. Ça me permet d'aller chercher des vidéos, soit d'enregistrer des playlists qui existent déjà, soit de me créer des playlists sur des thématiques. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on verra aussi que dans la veille, il y a 2 versants. Il y a la veille chercher l'information. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de faire de la curation. Ça veut dire après de l'organiser, cette information, pour se simplifier après, de rechercher, tiens, j'avais vu un article qui parlait de ça. Où c'est qu'il est, voilà. Si on peut se l'organiser, c'est plus facile pour nous après pour retrouver des informations intéressantes. Et donc je disais les chaînes YouTube parce que je m'abonne à des chaînes, donc j'ai les notifications pour les nouvelles vidéos. Ce qu'on peut retrouver aussi sur LinkedIn et Twitter, par exemple. Quand vous êtes abonné à un profil, vous pouvez activer la cloche, ce qui vous permet de voir toutes les nouvelles publications, soit du profil LinkedIn ou Twitter. Et bien sûr, vous allez sur Facebook, vous pouvez mettre en favori des pages Facebook, donc ce qui va les remettre dans votre flux d'actualité, qui va les remettre devant, en fait. Tu nous as parlé en fait de 3 ou 4 canaux en réalité dans ce que tu viens de dire, mais il y en a 2 que j'ai en tête qui sont Sidologie et Todd Cursus. Est-ce que tu as des canaux d'information particulièrement pertinents pour la formation professionnelle que tu pourrais recommander à nos auditeurs? Ah oui, tout à fait, oui. J'aime beaucoup le blog de C-Campus. Oui. J'aime beaucoup les articles, notamment de Marc Denery, Henri Ocre. Je trouve très très pertinent. Et puis moi j'aime bien quand il y a des articles qui font réfléchir. Donc là je suis servi. Oui, c'est vrai. Il y a Digiformag aussi. J'aime beaucoup ce qu'ils font en termes d'articles, que ce soit Cécile Vienne. Il y a Raphaël Decamp. Centre Info, bien sûr.
Oui. pour les articles qui sont gratuits, parce qu'il y a des articles payants. Il y a le Mag de Segos aussi, que j'aime beaucoup aussi lire les articles. Il y a aussi, je peux pas passer à côté du blog de la FEN de Stéphane Diebold. J'aime beaucoup les articles de Stéphane. Là, c'est pareil, en termes de réflexion, on est servi. C'est toujours un régal de lire ses articles. Stéphane, ouais, j'aime beaucoup ses articles aussi. Il y a aussi l'IFCAM. Alors, l'IFCAM, c'est l'Institut de formation du groupe Crédit Agricole. Et ils font pas mal, on va dire, d'articles qui sont intéressants aussi. D'accord, je le connaissais pas celui-là. Et je dirais aussi EdTech Actu, que j'aime beaucoup. Ah oui, oui. Notamment beaucoup d'articles sous la plume de Nejiba Belkadi, que j'aime beaucoup lire les articles qu'elle relaie, Ouais, c'est vrai. qu'elle écrit. Voilà, en gros. Bah écoute, merci pour cet excellent partage. Alors, puisque le format qu'on est en train d'utiliser s'y prête bien, j'aimerais que l'on parle des podcasts apprenants. Est-ce que c'est un format qui, pour toi, est de plus en plus utilisé quand on fait de la formation aujourd'hui? Il y a qu'à voir l'offre de podcasts. Qui a explosé, ouais. Oui, voilà, je vais mettre de côté pour l'instant dans le monde de la formation, mais déjà l'offre de podcasts elle a explosé parce que, comme on a eu l'occasion de se le dire, au niveau des podcasts, il y a, on va dire, il y a 3 ans, Il n'y avait pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Et le tout premier podcast que j'ai écouté et puis que j'écoute toujours, c'est Pédagoscope d'Ariane Dumont sur l'enseignement supérieur. Mais il n'y avait pas tellement d'offres, alors que maintenant, alors peut-être Covid a fait que aussi, mais maintenant on a pléthore d'offres d'émissions, de très bonnes émissions aussi. Oui, tout à fait. Et je pense que pour la formation, alors c'est un outil qui se développe de plus en plus, mais que l'utilisation, je pense, demande à avoir peut-être un peu plus soutenu, peut-être, mais qui a en tout cas, je pense, de l'avenir dans la formation. D'ailleurs, il y avait un article de Stéphane Diebold, je pense il n'y a pas si longtemps que ça, que je l'ai vu passer, qui s'appelle Quelle place pour le podcast en formation, ou qui est très très bien fait sur ce thème-là, où je reprends certains points de son article, où voilà, le podcast est un outil pratique car il permet d'écouter, de réécouter à volo le contenu. Comme il le dit justement, la répétition est souvent un outil au service de la compréhension et de la mémorisation. C'est vrai. C'est aussi alors quelque chose de très juste aussi. L'idée de multitâche, le podcast peut être utilisé pendant qu'on fait d'autres activités. Moi personnellement, quand j'écoute un podcast, alors c'est souvent sur la route pour aller au travail ou en revenir, mais aussi quand je fais la cuisine. Voilà, c'est quand je fais d'autres tâches automatiques, on va dire, comme ça, j'écoute souvent les podcasts. C'est souvent ces moments-là que je privilégie. Donc ça peut être aussi dans les transports pour les apprenants. Et il dit aussi justement dans son article que le podcast est un outil idéal pour la connaissance, car c'est l'apprenant qui choisit son temps pour écouter et réécouter un contenu. Voilà, comme je dis justement, moi quand j'écoute l'épisode de podcast, je choisis le moment où je veux l'écouter. Donc ça permet d'être lui le maître des horloges de son apprentissage, comme il le dit justement. C'est tout à fait vrai. Et je dirais en dernier point, une chose très juste qu'il rajoute, c'est le plus gros problème du podcast, c'est son interactivité, mais comme il le rajoute lui-même, il y a une solution, une start-up française qui pallie à ce besoin qui s'appelle Tumult et qui permet d'avoir, on va dire, une expérience sociale communautaire autour du podcast. C'est ce que j'allais te dire. Il y a 3 ou 4 startups qui ont démarré et qui font que du podcast de formation. Il y a celle que tu viens de citer, il y a Toutac aussi qui fait des très beaux podcasts et qui, eux, vont vraiment tenter de former en faisant des séries et qui sont basées uniquement sur le podcast. Alors là, on n'utilise qu'une seule modalité, mais ça peut avoir effectivement quelques vertus. Il y a un autre format, Gérald, que tu connais bien, qui est là depuis le début, qui je crois est toujours très utilisé, peut-être même de plus en plus, notamment avec les trentenaires, c'est la vidéo. Est-ce que toi tu l'as observé? Est-ce qu'elle est encore plus qu'avant montée en puissance avec l'arrivée du numérique dans la formation? Ah, la vidéo, elle a toujours sa part, elle est encore très présente quand même dans la formation. On l'utilise souvent plus pour donner de l'information. Alors je m'explique, on le transmet en termes de ressources à regarder. On va dire que c'est un élément, un élément de base, mais on pourrait faire beaucoup plus avec la vidéo. Normalement, je pense en termes de vidéo learning, par exemple, on peut faire beaucoup plus de choses en termes d'interactivité, on va dire. D'accord. Alors, il y a des outils là aussi au niveau des startups qu'on commence à voir apparaître, mais tu penses que c'est pas encore assez interactif? En fait, ça dépend quelle utilisation on veut faire de la vidéo. Est-ce que c'est simplement pour donner de l'information ou est-ce que, en plus de ce contenu, est-ce qu'on veut que l'apprenant soit en interaction avec? Alors, il y a des solutions comme Puzzle ou même H5P où on peut intégrer des questions directement dans les vidéos. Donc Oui. là, on va mettre de l'interactivité. Mais je veux dire par là, moi, il y a un article que j'aime beaucoup de Margarida Romero qui parle des 5 niveaux d'usage d'éthique TIC. Technologie de l'information et de la communication. Où elle montre un continuum d'utilisation des outils numériques et justement qu'on passe au tout début du simple consommateur passif
donc consommateur après interactif, à quelqu'un qui va créer son contenu. C'est plus ça que je trouve qui est intéressant, c'est on peut donner une vidéo avec un contenu à regarder, même mettre de l'interactivité, mais est-ce qu'il serait pas peut-être plus profitable pour apprendre? Alors ça dépend après du contexte, de ce qu'on veut faire, des objectifs, tout ça, mais que ça soit les apprenants qui créent eux-mêmes leur ou qui choisissent leur contenu et à partir du contenu qui réalisent les questions pour leurs autres collègues. Tout à fait. Alors, on va quitter la vidéo et on va parler d'un sujet sur lequel tu as beaucoup publié ces derniers temps, qui est l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est difficile de parler de veille sans mentionner l'intelligence artificielle. On en entend parler en ce moment à peu près tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et en fait, plus que de l'IA, on parle d'ailleurs surtout actuellement de ChatGPT. Alors, quel est ton avis sur l'utilisation de ChatGPT dans la formation ? Ah bah alors déjà, ChatGPT, je le vois plutôt comme un assistant virtuel. C'est vrai que depuis décembre que l'outil est sorti puis qu'il est accessible, Oui. hein, c'est surtout ça qu'il est accessible à tout le monde. Tout le monde s'est jeté dessus pour aller le tester. Il y a des craintes qui ont émergé, hein, pas qu'au niveau de la formation, je vois même en enseignement supérieur ou plus généralement dans le monde de l'éducation, hein, puisque ça crée quand même un sacré remous au niveau des évaluations, surtout les devoirs écrits ou les choses comme ça, puisque l'outil est quand même assez capable de créer des textes. Mais bon, il est encore, on va dire, il est encore perfectible. Parce que bien sûr, on en reviendra dessus, mais le ChatGPT, lui, il source pas ses informations. Donc ce qu'il nous dit, Oui, j'allais y venir. il est même capable d'inventer des sources. Ah oui, oui, Des c'est vrai. articles où Ouais. en fait, je pense que le vide, ça doit le rendre nerveux. Donc il crée de l'information de toutes pièces. Ce qui est dans un sens, c'est pas plus mal. Peut-être pour utiliser l'outil pour développer l'esprit critique des apprenants, pour aller vérifier les informations. Moi, je vois beaucoup d'articles qui utilisent justement l'outil pour que les apprenants, après, en posant une invite ou un prompt, maintenant qu'on en parle, d'aller vérifier les informations fournies par ChatGPT. Donc là, on peut développer des activités. Mais c'est vrai que pour le monde de la formation, alors moi, au tout début, je l'ai testé comme tout le monde. J'ai trouvé intéressant, en fait, pour trouver des idées d'activités, en fait. Et j'ai trouvé ça D'accord. assez bluffant, où en fait, il a réussi à me donner, on va dire, tout un corpus sur une activité avec, je lui ai demandé une scénarisation, il m'a donné les différentes étapes. On peut rentrer en plus en détail sur les différentes étapes, mais j'ai trouvé ça assez intéressant pour générer des idées. Et après, peut-être creuser. Et je trouvais que c'était un bon assistant virtuel là-dessus, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire encore avec ChatGPT, parce qu'il y a tellement d'articles qui paraissent et tellement de Oui, oui, choses oui. intéressantes. Mais voilà, pour la formation, je pense que ça peut être par exemple, en tant que formateur, ça peut être un très bon outil pour développer des activités. Voilà, il va nous générer des idées, à charge à nous après. Il y aura toujours le travail du formateur, à aller chercher, creuser un peu plus ces activités, les étayer. Ce qu'il faut surtout, c'est lui donner un contexte. Si vous lui posez une simple question, en fait, des fois, on risque d'être déçu par sa réponse. Mais j'ai vu plusieurs articles. Maintenant, on appelle ça l'art du prompt. Hein, D'accord. donner des invites, ça va être les questions. Ça veut dire, il faut lui donner un contexte. Par exemple, j'ai vu qu'il faut simplement lui dire au début, tu lui donnes un exemple, tu es un spécialiste de l'éducation, tu as 20 ans de carrière, tu vas m'assister, je sais pas, pour développer une activité autour de telle thématique. On peut même cibler le public, c'est-à-dire pour un D'accord. public d'apprenants adultes ou pour des jeunes enfants. Et là, si on lui donne un contexte, là, on va pouvoir générer des choses plus intéressantes. D'accord. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs, il y a beaucoup d'articles qui sont faits dessus, de très bonnes choses. Hein. Je conseille de suivre Christophe Deschamps avec son site Outil Froid et puis Yanouri, qui font pas mal d'articles justement sur l'IA dans le domaine de l'éducation, mais aussi plus généralement. Et aussi de suivre, moi j'ai récemment découvert par le biais du service de veille de l'UQAM, l'Université du Québec, à Montréal, de collimateur, ça s'appelle. J'ai découvert la chaîne Underscore, et ils font pas mal de vidéos, j'en ai même posté une là récemment, où ils font pas mal de choses justement sur l'art du prompt, et ils expliquent un peu toute cette mécanique qu'il y a par rapport à la machine à ChatGPT, et tout ce que je viens de vous expliquer par rapport au contexte, et lui donner des éléments pour qu'il se nourrisse avec. Et c'est assez hallucinant tout ce qu'on peut faire et générer, hein, parce que je vois que dernièrement c'était rédiger avec lui un livre entier. Enfin, Oui, il y a j'ai des vu choses ça. super intéressantes. Ce que tu viens de dire est très intéressant et on mettra le lien vers les articles, ce qui permettra effectivement à nos auditeurs d'aller lire et de mieux comprendre comment finalement on peut améliorer les requêtes. Oui. Dans les applications d'intelligence artificielle, il n'y a pas que ChatGPT, qui est, comme tu l'as dit, intéressant pour la formation. Est-ce que tu en as d'autres en tête, IA, qui pourraient s'avérer utiles dans le contexte toujours formation ?
Bien sûr, on a parlé du défaut majeur de Ouais, ChatGPT, c'est elle qu'il source source pas. pas. On a d'autres outils du type ChatGPT. On a Perplexity, ouais. Perplexity. Ouais. Voilà, lui qui va vous donner les sources. Et puis, je crois que maintenant, on peut dialoguer avec lui. C'est quelque chose d'assez récent, même, parce qu'avant, vous faisiez seulement une requête, il nous fournissait une réponse. Alors, une réponse, on va dire, courte, et puis après, on pouvait avoir une réponse plus étayée. Mais lui, source. Maintenant, je pense qu'on peut dialoguer avec lui, il me semble, de mémoire. On a you.com aussi, qui est un moteur de recherche, lui, carrément, qui va, pareil, par rapport à votre requête, vous donner des éléments de réponse. On va dire, voilà, pour ces outils-là, on va dire de recherche de contenu, mais vous avez d'autres outils qui utilisent l'intelligence artificielle, que ça soit par exemple pour les images. Je connais par exemple Cleanup Pictures ou Magic Eraser qui est avec de l'intelligence artificielle dedans. C'est-à-dire que sur une photo, on va pouvoir retirer un élément, l'élément qu'on veut. D'accord. Ouais, j'ai vu Et ça. Ouais. c'est assez bluffant parce que au final, il y a un rendu quand même assez, j'allais dire correct, plus que correct. Donc ces outils-là, bien sûr, il y a pour les images, il y a Midjourney ou DALL-E, toujours DALL-E, toujours d'OpenAI. Donc il y a quand même pas mal d'outils qui utilisent ce qu'on appelle entre guillemets l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui sont intéressants. Je parlais tout à l'heure de Christophe Deschamps pour son site Outil-Froid. Il y a un article qui s'appelle Intégrer ChatGPT à votre environnement de travail avec ses 100 extensions. Alors maintenant, il y en a un peu plus, hein, mais en fait, il a un tableau dynamique où dedans, il a répertorié les extensions. Et il y a un système de filtre où on peut chercher en fonction de ce qu'on veut. Il y a Todd Cursus aussi qui a un article qui est régulièrement mis à jour qui s'appelle Intelligence artificielle en frénésie. Et en ce moment, c'est essayer plus de 60 applications publiques. Ah oui. Et il y a aussi, je parlais d'Yanouri, lui il a fait une dynaliste où il a répertorié les différentes applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Et récemment, il y a le site Freeware and Tuto qui a publié un article où il a recensé en fait tous les annuaires qui recensent tous les outils d'intelligence artificielle. Voilà, là-dessus, on peut pas être plus complet. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, on vient d'en parler, donc intelligence artificielle, vidéo learning, podcast. Dans la formation professionnelle, il n'y a pas que la technologie qui fait beaucoup parler, il y a aussi tout l'aspect pédagogique, humain et social qui prend de plus en plus de place dans les débats. De tout cela est né des communautés apprenantes et l'apprentissage par les pairs. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans la veille, que tu fais encore une fois de manière quotidienne, et comment ça s'applique dans les entreprises aujourd'hui ? Je vais parler juste de mon expérience à moi, parce que je sais pas exactement, puis j'ai pas d'informations sur les entreprises, comment ça se passe exactement. Au niveau des communautés apprenantes, moi je le vois beaucoup, par exemple sur Facebook, où on a des groupes Facebook, par exemple c'est des groupes d'entraide, on va dire, entre professionnels. Par exemple, vous avez des groupes sur l'utilisation de Canva, l'utilisation de Genially, hein. Il y a des groupes qui sont faits par des formateurs ou des enseignants, où il y a un partage de pratiques, des choses comme ça. Après, je crois pas, hein, de mon expérience à moi, hein, je suis pas assisté à de communautés, à part sur les réseaux peut-être où il y a des fois des groupes, hein, aussi même sur LinkedIn. Hein, j'appartiens à des groupes, on peut poster des choses et échanger. Mais en dehors des réseaux, j'ai pas connaissance de communautés d'apprentissage professionnel. Je trouve que c'est dommage, hein, parce que c'est quelque chose de très enrichissant. Je sais par exemple qu'au Québec, c'est quelque chose, ce qui s'appelle les CAP, les communautés d'apprentissage professionnel, ça se développe beaucoup. Par exemple, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une très bonne opportunité à la fois entre professionnels pour se questionner sur nos pratiques, puis partager aussi des réflexions avec des pairs. Je trouve que c'est dommage que l'accent soit pas plus mis sur ces communautés. Après, c'est que mon avis parce que c'est que mon expérience. Je sais pas, peut-être que je me trompe, ça existe. Non, tu te trompes pas. Je vais te donner deux exemples, dont un que tu connais. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble. On a reçu dans ce podcast Denis Christol et Philippe Lacroix. Denis nous a parlé effectivement d'apprentissage par les pairs, la pédagogie. Et c'est vrai que c'est compliqué à mettre en application en entreprise. Et Philippe Lacroix nous a fait un très bel épisode là-dessus également, nous a dit qu'il avait beaucoup travaillé, notamment à l'université de la Sorbonne, mais que, en gros, ça avait très bien marché à l'université, mais que c'était beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre dans les entreprises. Néanmoins, on a reçu quelqu'un il y a très peu de temps, qui s'appelle Diane Len, qui a créé une start-up qui s'appelle We Are Peers et qui, elle, en fait, propose un outil qui aide à mettre en place la pédagogie dans les entreprises. Mais c'est complètement novateur et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas beaucoup de choses, donc ça ne m'étonne pas tant que ça que tu n'aies pas de traces encore dans la veille que tu fais aujourd'hui. En tout cas, en France, alors c'est vrai. En France, oui, je parle de la France, hein, tout à fait. C'est vrai que oui, avec l'épisode de Diane, oui, j'avais déjà vu We Are Peer. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, très C'est vrai qu'au intéressant. Québec, ils sont vraiment
dans cette notion-là, je sais pas s'il y a une réflexion. Enfin, moi, je me fais la réflexion. Je sais pas s'il y a une réflexion au niveau des entreprises, au niveau de la formation, de se dire, est-ce qu'on laisse un espace, du temps aussi, pour que les formateurs, pour que le personnel puisse se rencontrer, échanger, enfin, créer. Des fois, soit il y a pas de réflexion, soit en fait, il y a pas le temps en fait. Parce que concrètement, c'est quelque chose pour moi qui est très important. L'échange. Alors moi, je le fais à travers ma veille, je partage parce que je trouve que l'information, je ne veux pas garder l'information pour moi, faut la faire vivre. Mais je trouve que au sein d'une entreprise, au sein d'un organisme de formation, je trouve que c'est important aussi qu'il y ait ces moments de partage. Et ce qui est très bien, ça me fait rebondir, j'y pense là maintenant, à Calliope, puisque justement par Oui. rapport à la veille et aux indicateurs, on va dire il oblige, entre guillemets, il nous invite justement à investir dans la veille, investir dans cette veille, mais que cette veille, c'est pas juste aller collecter de l'information, c'est qu'on en discute au niveau de l'organisme de formation pour voir qu'est-ce que ça peut amener comme transformation dans nos pratiques. Alors, moi, je trouve que c'est un potentiel de dingue, mais encore, c'est pareil, ça demande de l'investissement, et ça demande aussi de laisser du temps. Je pense que aussi, c'est peut-être pas culturellement dans notre mentalité, peut-être d'échanger. Alors bien sûr, j'ai dit qu'il y avait des groupes Facebook, tout ça, alors je me contredis en me disant, sur les réseaux, c'est assez facile, mais en entreprise, j'ai l'impression que, je sais pas, Non, mais le fait que les entreprises ne laissent pas assez les collaborateurs échanger, c'est peut-être une bonne raison. Effectivement, on pense peut-être plus à la productivité et moins à Et l'échange. pourtant, les communautés de partage, enfin de pratique, je Ah, trouve ça que marche, ça fonctionne très très bien. je trouve que ça a un potentiel justement pour améliorer la productivité. Mais puis, je sais pas, puis D'accord, un peu aussi casser un peu l'isolement qu'on peut avoir. tout à Je fait. pense au niveau d'une entreprise ou d'un OF. Alors, on va arriver à la fin de cet épisode et avant de terminer, j'aimerais que l'on parle des formateurs et que tu puisses répondre à cette question. Comment, selon toi, ils peuvent s'adapter aux nouvelles tendances et aux évolutions dans le domaine de la formation professionnelle? Il y a eu le salon Learning Technology, il va y avoir e-learning Expo au mois de mars et on a vu qu'il y avait beaucoup d'innovations. Comment pour toi, les formateurs peuvent se préparer à ces nouvelles tendances, à toutes ces informations? On parlait de l'intelligence artificielle qui impactera, en tous les cas, j'en suis certain, la manière dont ils vont travailler. Comment toi, tu penses qu'ils peuvent s'adapter? En te suivant, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes? Bah déjà, en faisant preuve de curiosité, on va dire voilà, c'est curiosité, donc ça peut passer par de la veille, et puis de l'expérimentation. Voilà, c'est comme tout outil, voilà, on va expérimenter l'outil. Et puis surtout savoir, est-ce que l'outil va vraiment m'apporter une plus-value pour ma pratique, hein? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a eu le salon, voilà. Après moi j'ai vu un peu les échos qu'il y a eu sur les réseaux. Il y a d'un côté l'effet waouh, mais de l'autre côté les salons, certains ont décrit un peu le salon en disant que c'était un peu la foire où il y avait en fait, les représentants qui venaient pour vendre leurs produits en fait, hein. Pour revenir au niveau comment ils doivent s'adapter, ouais, curiosité, expérimentation, et puis surtout se poser la question, est-ce que l'outil va vraiment m'apporter une plus-value pour ma pratique? Et j'ai presque envie de dire expérimentation, on parlait tout à l'heure de communauté, ne pas hésiter à expérimenter de son côté, et après en faire part avec un pair, un collègue, expérimenter à plusieurs. Moi je trouve que voilà, ça peut être profitable de ce côté-là. Comme Tout à on fait. voit sur les communautés de pratique, ou justement, comme je disais tout à l'heure, sur Canva ou Geniali, on n'utilise pas l'outil pour répondre à la modalité. L'outil, il va s'effacer. Enfin, on n'utilise pas l'outil pour l'outil, quoi. Voilà, on va regarder ce qu'il va apporter en termes au niveau de la pédagogie, au niveau de tout ça, quoi. Et puis, ce qui va répondre à mes objectifs. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est l'utiliser, de l'expérimenter. Voilà. J'ai pas D'accord. mieux. Merci Gérald. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais encore te remercier pour toutes les sources que tu partages. Comme je l'ai dit en fait au début de l'épisode, je pense sincèrement que la veille est un élément essentiel dans la logique de formation continue. Donc merci à toi pour tous les éléments, toutes les sources que tu nous as partagées. J'en mettrai quelques-unes dans le lien en commentaire. Et puis je voulais également remercier tous nos auditeurs qui nous ont suivis tout au bout de ce podcast. Et puis, écoute, on continue à te suivre donc sur LinkedIn, sur ton blog et sur ton site internet, puisqu'on peut le faire pour le coup de manière quotidienne. Un très grand merci Gérald pour ton intervention. Je te remercie Gérard pour l'invitation, et puis voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager aussi comme ça à travers un podcast. Et puis juste un petit mot pour la fin, voilà, la veille, c'est vrai que c'est un élément essentiel, j'ai envie de dire, pour le développement
développement professionnel. Oui. Je trouve que c'est quelque chose d'incontournable et on le voit même. Hein. Il y a un podcast qui s'appelle du cadre 21 où on voit que vraiment la veille, c'est pour le développement professionnel, c'est quelque chose d'incontournable. C'est pour ça qu'on continuera à te suivre. Puis Merci. n'hésitez pas si vous voulez après rentrer en contact ou discuter. Voilà, moi je suis. Ça, je mettrai de toute façon ton profil LinkedIn également dans la zone commentaire pour qu'on puisse te retrouver et poursuivre les échanges à l'issue de ce podcast, comme on est entrés en contact tous les deux. Voilà. Merci beaucoup, Gérald. À très bientôt. À très bientôt. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.